Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le lundi plutôt 7 juillet, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. On a un BTC comme vous pouvez voir par rapport à la dernière fois qui n'a pas énormément bougé. Vous allez voir qu'on a cassé quelques supports à la baisse en H1 à très court terme pour ensuite remonter au final durant la fin du week-end. Et là actuellement en train de redescendre. Vous allez voir qu'on a un petit gap CME à aller chercher juste en dessous de nous vers les 107, 108 000 $. Donc voilà, c'est ce qu'on risque d'aller chercher là durant la journée, voire durant les prochains jours. Après, vous allez voir qu'on est toujours sur notre grosse zone de liquidation de short qui a vers les 111 000, 112 000 $, qu'on peut clairement aller chercher avec en plus les funding rates qui sont assez bas, donc ce qui favorise un short squeeze. Et en plus de ça, vous allez voir qu'on a les murs de vente qui ont pas mal bougé, ou rappelez-vous, on avait pas mal de murs de vente qui étaient posés au-dessus de nous et qui nous posaient problème pour monter, parce qu'à chaque fois, la hausse était absorbée par ces murs de vente. Et là, ça a pas mal changé parce qu'on a beaucoup de murs qui sont enlevés et d'autres qui sont ajoutés, mais qui sont plus en notre faveur. On va aller voir ça ensemble. Sinon, au niveau de mes plans, j'ai pas changé, toujours pas en position. Je trouve ça trop risqué de rentrer actuellement sur le marché. Je suis dans la même optique que dans la vidéo, pas de prise de position parce qu'on peut très bien avoir un retour en bas du canal vers les 100 000 $. Donc pas de précipitation. On attend des confirmations pour pouvoir rentrer, soit vers les 100 000, soit vers les 112 000. Mais pour l'instant, tant qu'on est entre les deux, personnellement, je ne me précipite pas. Bon, ça c'est pour le marché. Et on a eu aussi des news qui sont tombées, qui ont fait pas mal de bruit. Et on peut directement aller les voir sur Twitter. On en avait déjà parlé dans la dernière vidéo. Et du coup, on a eu encore du nouveau depuis. En gros, dans la dernière vidéo, on avait vu ensemble qu'on avait 10 000 BTC avaient été achetés en 2011 pour 7 800 $ et à un prix qui était tellement bas à 78 centimes. Et du coup, ça vaut aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. Et en fait, ces BTC ont jamais été bougés en 14 ans. Et c'est la première fois qu'en 14 ans, ces BTC ont été transférés d'un wallet à un autre. Ça a fait pas mal de bruit, ça fait beaucoup de bruit parce que du coup, tout le monde se pose des questions. Est-ce que c'est Satoshi? Est-ce que c'est un OG de la crypto? Est-ce que c'est un ancien mineur? Est-ce que c'est un mec qui a retrouvé son wallet? Est-ce que c'est des hackers qui ont accédé à des wallets perdus? Voilà, ce genre de choses. Et puis surtout, le truc qui revenait pas mal, c'était un peu de panique, un peu de FUD, en mode, le mec, il a retrouvé ses 10 000 bitcoins, il va les vendre, et du coup, forcément, ça crée une petite pression vendeuse à la baisse, parce que les gens anticipent le fait que ces 10 000 BTC vont être vendus, mais pour l'instant, ils ont juste été transférés d'une adresse à une autre, c'est-à-dire ils n'ont pas été transférés vers un échange, donc il n'y a pas forcément but à les vendre actuellement. Après, si c'est transféré vers un échange, il y a pas mal de chances que ce soit le cas, mais ça, c'est le genre de news qui fait, je trouve, pas mal parler, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est pas non plus, c'est pas ce qui va faire que ça change quelque chose sur BTC là à moyen terme. Ça fait pas mal parler, surtout les gens qui sont pas trop dans la crypto, je trouve, parce qu'ils sont en mode, oh, des BTC qui sont pas là depuis 14 ans, 1 milliard de dollars libéré, c'est énorme, etc. Et du coup, les gens s'emballent. Mais en réalité, quand on regarde concrètement, par rapport au volume journalier sur Bitcoin, par rapport à la capitalisation de Bitcoin actuellement, même si ces 10 000 BTC sont vendus, c'est pas une catastrophe. Il y aura peut-être une petite pression vendeuse qui sera plus au final apporté par l'effet de mouvement que ça fait, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait cette news, il y a plus de gens qui vont se mettre à vendre que la vente en elle-même de 10 000 BTC, donc c'est plutôt ça qu'il faut faire gaffe. Mais même en prenant les deux, la vente de BTC plus le FUD que ça peut créer, en réalité c'est pas énorme parce que ça change rien en fondamentaux, c'est pas une remise en question de BTC qui peut arriver durant le moyen terme, moyen long terme. Du coup, c'est juste une vente supplémentaire qui peut être faite. Et je pense qu'il ne faut pas la prendre comme une news mauvaise pour BTC sur les prochains mois ou prochaines années, quoi. Ce qui paraît quand même logique, mais j'ai vu certains coms qui n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Et du coup, là où ça a bougé, c'est que la dernière fois, on parlait de 10 000 BTC, et là, on a eu 80 000 BTC, donc beaucoup plus conséquent, 8 fois plus quand même, 80 000 BTC, donc ça représente 8 milliards, un peu plus de 8 milliards de dollars quand même, qui ont eux aussi été bougés. Et du coup, imaginez déjà, quand tu avais 10 000 BTC qui bougent, le bruit que ça faisait. Alors imaginez 80 000, il y a eu pas mal d'affolements. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui flippent en fait que ce soit Satoshi Nakamoto qui revienne. Après, la plupart de ces wallets sont quand même assez connus. Du coup, s'il y a un mouvement sur ces wallets, on saura direct que c'est lui. Mais c'est vrai que ça reste toujours très mystérieux en fait. Quand t'as un mec qui touche pas à ses bitcoins pendant 14 ans et qu'il les retrouve comme ça, quoi, c'est assez ouf. Et du coup, on nous a fait une petite comparaison, tiens, c'est intéressant, pour les 80 000 BTC qui viennent de bouger, ils représentent 8,6 milliards de dollars. Et si on regarde le prix moyen de ces 80 000 BTC, on est à environ 93 $ le BTC, ce qui est quand même très faible par rapport au prix du BTC actuel. Et ce qui est intéressant, j'ai jamais vu ce genre de stat avant, c'est la moyenne d'achat par BTC sur une période de temps. C'est-à-dire que là, sur le dernière 24 heures, la moyenne d'achat sur BTC, c'est 108 523 $. Si tu regardes sur la dernière semaine, c'est 108 263, donc très proche. Mais si tu regardes sur un peu plus longtemps, par exemple sur 6 à 12 mois, la moyenne d'achat, elle est à 83 868 $. Donc, c'est-à-dire que la plupart des gens qui ont acheté entre 6 et 12 mois, la moyenne des gens qui ont acheté à 6 et 12 mois sont pour l'instant en bénéfice parce que le Bitcoin est à 108 000 et ils l'ont acheté en moyenne à 83 000. Et forcément, plus tu descends dans le temps, plus la moyenne d'achat est basse. Et ouais, tu regardes juste sur 2-3 ans, 22 000 $ la moyenne d'achat. Et après, tu regardes sur 5-7 ans, 7 000 $, 7 à 10 ans, 5 000 $. Et sur la moyenne d'achat après 10 ans, 93 $. Et ça, c'est incroyable. Et c'est vrai que moi, j'ai connu Bitcoin en 2016 et 2017, mais après, je suis vraiment penché dessus, plus en 2018.
2018-2019. Mais du coup, je dois être dans cette moyenne-là entre 5 et 7, voire un peu plus, mais surtout 5 et 7. Et du coup, je devrais avoir un BTC avec 7 000 $ de moyenne d'achat. Malheureusement, à l'époque, j'avais pas le capital que j'avais aujourd'hui, donc forcément, c'est plus compliqué d'investir. Donc j'ai moins pu accumuler cette période. Mais c'est vrai que juste là, imaginez ce graphique, on le remet dans 10 ans. En fait, ce sera la même chose, avec peut-être moins d'exponentialité. On passera pas de 93 à 108 000, mais on passera sûrement de, je sais pas, 108 000 peut-être à 500, 600 000. Et le prix le plus haut que vous voyez aujourd'hui sera le plus bas dans 10 ans, quoi. Donc voilà, comme d'hab, BTC, meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Deuxième meilleur moment, c'est demain. Sauf si vous voulez jouer avec les cycles. Mais pour acheter du BTC long terme, franchement, il n'y a pas de miracle. Faut juste en accumuler le plus tôt possible. Et en général, même si bon, tu joues avec les cycles, tu essaies de jouer au bottom du bear market, etc. Plus tu fais un DCA qui est tôt dans le temps, plus tu arrives à avoir la rentabilité, pour l'instant sur l'historique qu'on connaît, sur BTC. Bon, c'était un peu la news qui a fait un peu trembler tout le monde, là, surtout les particuliers. Les autres news importantes qu'on a eues, du côté des States, encore une fois, et ça, on a Elon Musk qui nous sort son parti qui s'appelle America Party, pour faire un peu, vous voyez, c'est drôle, c'est une amie, le parti américain avec no affiliation, pour faire un peu contre, puis c'est très drôle, c'est très américain, regardez, comme il est avec ses deux bras, leg qui arrive là, tout de la clave, machin, ça me fume de rire. Alors les Américains, on dirait vraiment que c'est parodie. Là, pareil, ouais, la moitié de son visage avec la moitié de leg, bref. Les Américains ont toute leur splendeur. Et en gros, il nous a fait un tweet en nous disant l'adoption des crypto-monnaies n'est pas facultative, elle est inévitable. Et c'est vrai que là, on a un Trump qui est quand même très orienté crypto. Mais tu prends un Musk, mais qui ouvre son parti politique, il va être encore plus orienté crypto, ça c'est sûr et certain. Et c'est pas nouveau. Mais du coup, le truc, c'est que après la chamaillerie qu'ils ont eue entre Trump et Musk, Musk a commencé à lancer son propre parti. Je sais pas ce qu'il veut faire exactement avec ça, parce que vu qu'il est pas, j'ai pas déjà une connerie, mais je crois que vu qu'il est pas américain, il est d'Afrique du Sud de base, il peut pas devenir président, mais je suis pas sûr à 100%, faudrait vérifier. Mais en tout cas, il monte son parti. Contre Trump, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas avec Trump. Et Trump a dit que c'était assez du bullshit et que pour lui, ça rime à rien. Donc on verra comment ça évolue de ce côté-là, du côté de Trump, du côté de Musk. Parce que c'est quand même les deux personnages, je pense, les plus influents actuellement aux US. Et en parlant de Trump, on a les frais de douane qui ont encore pas mal bougé. Vous voyez, les États-Unis menacent d'imposer des frais de douane de 17% sur les exportations alimentaires de l'Union européenne. Mais bon, ça, c'est un peu les news qu'on a au niveau de ce truc précis dès l'imposition au niveau européen, au niveau des exportations alimentaires. Mais ce qu'il faut regarder, c'est, rappelez-vous, la date limite qu'on avait pour les frais de douane. C'est-à-dire qu'on avait Trump qui avait dit, vas-y, on fait un temps de pause, je sais plus combien c'était peut-être 60 jours, un truc comme ça, pour les frais de douane, ce qui avait fait que le marché, en avril-mai, il avait grave rebondi parce que il avait ultra bien repris cette news. Et là, du coup, on arrivait à l'échéance, on arrivait à la fin de cette date de la pause des frais de douane. Et en fait, Trump l'a reprolongé pour finaliser un peu les deals qu'il y a avec les pays. En fait, il y a pas mal de pays qui n'ont pas répondu au final et qui ont pas donné signe de vie par rapport à ces frais de douane que voulait imposer Trump. Du coup, il reprolonge, donc forcément, le marché, ils apprécient, enfin en tout cas, ils baissent pas. Et derrière, Trump, il a annoncé qu'il y avait pas mal de deals qui étaient en cours et qui allaient se faire. Et ça, du coup, c'est bien, parce que plus en fait on a des deals qui sont validés entre les US et les autres pays pour les frais de douane, plus ça enlève ces incertitudes-là au niveau de ces taxes douanières. Et forcément, le marché, il apprécie aussi. Mais ensuite, une petite news aussi qu'on a eu pas mal passé là au niveau des actions, de la tokenisation d'actions. Mais ça fait une bonne semaine là que pas mal de gens en parlent. Et on a Kraken qui a passé le pas et qui s'est mis en partenariat avec Backhead Asset Limited pour tokeniser les actions sur la blockchain Solana. Et du coup, en fait, tu peux retrouver donc directement sur Kraken. Alors, c'est pas disponible pour les Français, mais pour les autres pays, vous pouvez l'avoir. Et en gros, vous pouvez retrouver, par exemple, vous pouvez Apple. Et en fait, vous pouvez acheter de l'action Apple tokenisée. C'est-à-dire que c'est... alors, je sais pas comment ça marche exactement, mais en gros, ils rachètent des actions Apple qui, du coup, tokenisent derrière. Et donc, c'est un peu comme ce qu'on a, je sais pas, avec Realty, avec la tokenisation immobilière. Et en gros, tu achètes ce token-là, ce qui te permet, en théorie, d'être corrélé à l'action Apple directement. Et du coup, en fait, c'est pratique parce que ça t'évite de passer par tout le processus assez classique d'acheter des actions. Et là, tu peux passer directement en crypto. À voir ce que ça donne. Donc, oui, on a Circle, Nvidia, Tesla, on a MicroStrategy, Google, etc., Amazon, Codebase. Il y en a qui parlent d'une nouvelle narrative qui pourrait arriver et tout péter. Il y en a qui disent même que ces actions-là vont remplacer les altcoins. À voir. Le gros avantage de faire ça, c'est que du coup, on évite de passer par l'achat d'actions classiques et on passe directement par les crypto, donc c'est plus simple. Et deuxième, c'est que aussi on peut fractionner les actions. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux acheter 0
une action de Apple. Et par exemple, je dis n'importe quoi, imaginons une action Apple, ça coûte 1000 euros. Et ben, si tu n'as pas 1000 euros, tu peux pas acheter d'action Apple. Tu es obligé d'avoir minimum 1000 euros pour acheter une action Apple. Je donne un exemple au pif. Mais du coup, si là, avec la tokenisation, tu peux acheter une fraction. Donc, tu peux acheter 0,1, ce qui fait que tu peux acheter, je sais pas, 10 balles, 100 balles d'Apple, sans avoir besoin de débourser directement 1000 pour une seule action. Un peu comme une finale, on a sur Bitcoin, où tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin entier, tu peux acheter le nombre de Bitcoin que tu veux en termes de fractionné. Et bon, on va voir comment ça évolue, mais ça peut être un gros marché qui peut s'ouvrir, donc à surveiller. On passe sur un super indicateur que je vais vous montrer, alors qui est quand même assez connu, c'est la combinaison. Encore une fois, le meilleur des indicateurs, c'est combiner plein d'indicateurs. Quand tu combines plein d'indicateurs qui souvent donnent la même indication, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, en gros, on vous a combiné le MVRV, le SOPR, le pre-multiple, le réserviste, donc des indicateurs assez connus qu'on a souvent vus sur la chaîne. Et en gros, quand on les combine tous ensemble, de nouveau, on retrouve un peu toutes les phases de top de marché, bottom, top de marché, bottom. Et à chaque fois, en fait, on a les indicateurs qui s'excitent quand on arrive dans les zones de bottom ou dans les zones surtout de top de bull run. Et du coup, c'est marqué par les zones bleues qu'on a ici, bottom, bottom, bottom. Et du coup, les tops de marché, quand les indicateurs on la pète à la hausse, on a top, top et top de nouveau. Et donc ça marche vraiment bien, ça marche plutôt bien. Je suis en train de voir que je pensais que là on était sur un top, mais en fait non, c'est juste le SOPR qui a explosé à ce moment-là. Mais du coup, il fallait qu'on ait tous les indicateurs qui se combinent pour avoir le top qui marche comme on a eu en 2021 et en 2017, ou même en 2013. Et c'est vrai que pour l'instant, vous voyez, sur ce bull run-là, on a eu encore zéro top, zéro signe de top qui a été annoncé. Ce qui est plutôt vrai pensant, parce que ce qui a bien marché à chaque fois, c'est que quand l'indicateur nous donnait le signal, à chaque fois on était vraiment sur les tops de marché. Et là pour l'instant, on n'a pas eu encore le top de marché. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur le top de bull run, mais indicateur à surveiller très fortement, parce que le jour où il donnera indication, bien sûr, je serai le premier à vous en parler sur Twitter, sur YouTube. Il faudra faire gaffe. Après, comme d'hab, c'est pas non plus le P-Cycle indicateur qui vous donne au jour près le top de marché, mais ça se joue à. Ils vont commencer à le donner, et puis le top, il va peut-être se jouer dans les jours qui suivent, voire les semaines qui suivent. Là, c'était plutôt plusieurs semaines, même mois. Donc ça peut être large, comme ça peut être un peu plus restreint, mais au global, en fait, quand tu as cet indicateur-là qui tombe, en général, t'es pas très loin du top. Bon, après, comme d'hab, ça reste des indicateurs, donc à prendre avec des pincettes. Ça prend jamais en compte les news externes, c'est-à-dire que si demain tu as une guerre mondiale, forcément, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre super fort, et ça, les indicateurs, ils peuvent pas forcément l'anticiper. Et c'est la même chose sur ce tweet-là que je vous montrais au niveau des figures chartistes. Ça fait longtemps que je n'ai pas montré quelques petites figures chartistes comme ça. Il y en a deux qui sont vraiment intéressantes. Alors, la première, qu'on a déjà vu pas mal ensemble là, durant les dernières vidéos, qui est donc soit le canal baissier, soit le biseau ascendant, les deux marches, biseau descendant plutôt. En gros, c'est une structure dans une tendance haussière qui se construit à la baisse et qui casse à la hausse, assez classique. Et en fait, là, le but, c'est d'aller chercher un target. Donc, en fait, on prend l'entrée de la première vague ici, on le reporte à la sortie au break. Imaginons si on a un break ici, et du coup, ça nous donnerait une première target pour les 120 000 $ à aller chercher en daily. Et ça, du coup, c'est plutôt une structure en daily. Donc là, je me suis mis sur jour par jour. Donc, les 120 000 $ pour d'ici septembre, ça paraît grave cohérent. Soit on casse maintenant et on va chercher 120 000 tranquille durant l'été, soit on revient en bas du canal vers les 100 000 et on recasse vers fin août, et ensuite on monte vers les 120 000 plus tard durant septembre. Mais en tout cas, on délie donc sur les prochains jours, prochaines semaines, plutôt prochaines semaines, voire 1 ou 2 mois, les 120 000 $, c'est vraiment une target, je pense, à privilégier. Et ensuite, la deuxième figure, alors là, je parle uniquement de ces figures chartistes-là, je ne prends pas en compte les datas qu'on ira voir après. Mais la deuxième figure, c'est la tasse et anse, vous voyez, où on a donc cette forme de tasse avec la petite anse qu'on a ici, une figure assez connue là aussi. Et en gros, vous avez le point de break qui se situe ici, et le but, donc voilà, c'est de casser ça. Et là, par contre, c'est une structure en weekly. Donc, c'est-à-dire que chaque bougie égale une semaine. Donc, on est sur une échelle de temps qui est pas en daily, mais en weekly. Donc, c'est plus une figure qui va se réaliser sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, un peu plus long terme. Et là, de nouveau, le but, c'est de prendre l'entrée, la anse, de la tasse ici, et le reporter à la cassure de la anse en break qu'on a ici. Et là, du coup, ça nous donne une target beaucoup plus haute, vous voyez, à 155 000 $. Mais c'est logique aussi parce que c'est une figure en weekly comme j'ai expliqué, et en fait le temps de monter cette target, on risque bien de mettre 4, 5, 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Et c'est vrai que pour l'instant ça paraît plutôt cohérent, c'est-à-dire que avoir une target des 120 000 $ pour par exemple fin de l'été, septembre, ça paraît cohérent, et 155 000 $ pour la fin du bull run, fin d'année, ça paraît aussi cohérent. Et je pense que si on monte à ces niveaux-là vers 150 000 $, je serai le premier à commencer à prendre des profits, que ce soit sur Bitcoin et surtout sur les altcoins, parce que je suis surtout exposé sur les altcoins. Parce qu'avec un bull run, on est parti de 20 000 $, là, de 18 000 $ en 2022 jusqu'à 150 000, ça fait quand même un sacré bull run, en tout cas sur BTC. Après, comme d'hab, à voir comment
évoluent les salles pour la fin d'année. Bon, rapidement en BTC, qu'est-ce qu'on a eu? Alors là, à très court terme, très court terme, au lieu de passer en weekly comme j'étais là, je passe en H1, donc une bougie égale 1 heure, donc beaucoup plus court terme. On a vu ce petit support là sur lequel on pouvait rebondir, et vous voyez, ça a cassé. On était venu tester une fois, deux fois, bam, ça a cassé. Donc on a commencé à plonger. Comme je dis dans mon tweet, au final, j'ai bien fait d'attendre, vous voyez. Je suis content de ne me pas m'être précipité sur BTC et d'avoir attendu plus de confirmation avec l'éventuel short squeeze à 112 000 $. Et actuellement, on est toujours dans ce niveau-là. Où, vous voyez, là, je l'ai mis à jour. Où en gros, bah voilà, on a commencé à plonger. On est revenu tester donc, le petit niveau de support qu'on avait ici. On avait aussi des ordres d'achat qui ont permis au cours de inverser la tendance et de passer sur un niveau plutôt acheteur que vendeur. Et ensuite, boum, on est remonté et on a réintégré ce niveau-là. Et là, on est en train de se recasser la gueule pour aller rechercher le niveau en dessous. Mais parce qu'on a un gap CME, vous allez voir qu'on va les voir ensemble, on a toujours ces grosses situations qu'on a ici, et ce qui a changé, c'est qu'on a beaucoup moins d'ordres de vente qui sont au-dessus de nous, et ils ont quasi tous été enlevés. Donc on va aller voir ça directement ensemble. Vous voyez, les liquidations, c'est toujours la même chose. On a toujours le short squeeze qui est grave possible à aller chercher au niveau des 111 000, 112 000 $. En plus de ça, plus on reste en dessous de ce niveau-là, très près, plus on a des liquidations qui s'accumulent, parce que plus on a de gens qui shortent aussi. Et vous voyez, c'est juste abusé là. 158 millions, 145, 229 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, hein, c'est énorme. 128, 248. C'est vraiment énorme. 159, voilà, 200 millions encore. En général, quand sur une case, tu as déjà 100 millions, c'est pas mal. Mais alors là, imagine 250, quoi. C'est ça, à toutes les cases. Donc voilà, ça fait un gros niveau de liquidation à aller chercher. Donc un gros short squeeze là aussi possible à aller prendre juste au-dessus, jusqu'aux 111 000, 112 000 $. Ce qui est avantageux là-dedans, c'est que les fundings sont encore très bas. Ils sont pas en négatif, mais ils sont quand même très bas. Donc ça va dans le sens d'un éventuel short squeeze. Et le dernier point qui est quand même essentiel, c'est les murs. Les murs de vente, les murs d'achat qui sont très importants. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de BTC? Alors rappelez-vous, durant la montée là, on avait absorbé énormément de murs durant toute la montée, et surtout ici, ouais, on avait beaucoup de murs d'achat, de murs de vente plutôt, qui nous freinaient, ouais, on les avait tous absorbés. On avait une force acheteuse qui était assez énorme jusqu'au bout ici, et en fait quand on arrivait là, de nouveau on a eu plein de murs qui sont additionnés. Là pareil, on a commencé à replonger, on a eu plein de murs au-dessus de nous, et là ouais, on a fait un petit top pour commencer à se retourner, et là tous les murs ont été enlevés, les gars. Vraiment, il n'y a plus aucun mur. Là, on peut remonter jusqu'aux 122 000 $. Vous voyez, il y a un seul mur. Bien sûr, on n'a plus rien. On a juste lui, le petit, qui est à 110 000. Mais ouais, c'est 252 BTC. On est loin des 400, 500 BTC qu'on avait ici, par exemple. Donc là, les petits murs qu'on a devant nous, c'est que dalle. Donc ça, pour le short squeeze, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on peut monter facilement. On n'aura pas trop de force vendeuse qui peut nous freiner. En plus de ça, ce qui a un autre avantage, c'est que on a des ordres d'achat, des murs d'achat qui sont positionnés. C'est-à-dire qu'en dessous de nous, là, vers les 107 000, là, on a un petit niveau de support que je vous ai montré avant en H1 quand on était allé chercher. Bah oui, on a deux gros ordres d'achat de 400 et 488 BTC qui attendent. Et du coup, si on revient sur ce niveau, bah hop, c'est absorbé, ça permet de pouvoir remonter tranquillement. Et encore plus bas, vous voyez, on a 365, 643 et 400 BTC qui nous attendent vers les 105 000 $. Attention, encore une fois, ça peut être du spoofing, des faux ordres qui sont mis pour être enlevés au dernier moment, mais ça en a pas l'air forcément actuellement, parce que vous voyez, ces ordres ont déjà été mis là, ils ont été absorbés, c'était pas du spoofing, donc c'est de nouveau les mêmes ordres qui sont positionnés ici. Et en plus de ça, c'est des ordres avec des positions qui paraissent assez logiques, c'est pas non plus des positions énormes, et elles sont là depuis longtemps. Genre, spoofing, c'est plutôt des petits ordres comme ça qui se positionnaient et renlevés direct après. Donc plutôt cool le fait d'avoir voilà, un espace devant nous pour monter tranquillement, d'avoir les liquidations dessus, les fundings qui sont assez bas, de nouveau des ordres qui nous maintiennent au niveau de la baisse. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Et si on revient donc sur BTC là en H1, donc une bougie égale 1 heure, très court terme. Ouais, on a tous ces petits niveaux de support qu'on avait ici, hop, qu'on est allé chercher, qu'on a cassé ensuite. Ensuite, on est revenu sur ce petit niveau de support où là, au final, on a nos deux gros ordres qui sont positionnés. Et ouais, les trois en dessous que je vous ai montré tout à l'heure, ils sont ici. Et du coup, là, ce qui est intéressant, bah, c'est que BTC, ouais, en H1, il peut en fait replonger vers la zone de support ici, mais il risque de rebondir au vu des ordres d'achat qui sont positionnés. Et si jamais ça casse, et ben de nouveau, il pourra rebondir ici, parce qu'on a pas mal d'ordres qui sont positionnés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, ce qu'on doit aller voir, rappelez-vous, c'est le gap CME, donc le gap des contrats futurs au niveau de Chicago qui ont été fermés donc ce week-end. Chicago Mercantile Exchange qui ferme leur marché le week-end, ce qui fait que quand BTC réouvre le lundi, il a un niveau différent, ce qui crée un gap, ce qui crée un trou en fait dans le marché, que en général le marché va aller combler, surtout les petits gaps comme ça en H1 qui sont assez rapides à combler. Ouais. Donc on a le gap qui s'est créé ici jusqu'à là, et du coup là le but c'est venir chercher les 108 000 et quelques dollars pour combler ce gap là au niveau du coup des contrats à terme Bitcoin CM1. Mais le truc c'est que quand on regarde BTC, il vient de faire une mèche à l'instant à 108 020 $. Et 108 020 $, en fait, c'est combler le gap. Et du coup, c'est assez étrange parce qu'en fait, on a BTC qui allait chercher le niveau de gap, mais on a le
gap CME qui a pour l'instant pas encore suivi. Donc on a une petite décorrélation entre les deux. Ça devrait suivre. Si on revient un peu sur mon graphe daily que j'avais, on est toujours dans cette attente là de est-ce qu'on valide le break, essayer là c'est parti et on décolle, ou alors on revient, on réintègre le range, enfin le canal, et là on repart pour les 100 000 $ et ensuite on pète. Je vous rappelle mon plan, toujours le même, soit je prends une position au niveau des 100 000 si on vient réintégrer ce canal et on vient descendre tout en bas, soit je prends une position plus au niveau des 111 000 ou 112 000 si on a un break, c'est-à-dire que si on a un break qui est validé, je prends position ici, si je vois qu'on vient pullback, je peux reprendre position ici, je peux reprendre position tout le long, et pour l'instant, tant qu'en fait on reste un peu, je sais pas comment expliquer, mais un peu mou dans ce niveau-là, où voilà, on sait pas trop ce qu'on fait, ce qu'on break, ce qu'on réintègre, bah, je prends pas de position, je trouve ça trop risqué, du coup j'attends. Et j'attends une confirmation, j'attends soit le short squeeze là, au niveau des 112 000 qu'on peut aller chercher à court terme que je vais montrer, ou soit voilà, la réintégration pour revenir en bas, mais du coup ce sera dans plus longtemps. En tout cas, quand on dézoome, vous voyez, on se met en weekly, on est vraiment sur quelque chose de super propre, quoi. BTC c'est incroyable, mais en fait ce qui fait chier c'est les altcoins. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, dans moi, on est très exposé aux altcoins. Ce qui fait que quand tu vois un BTC qui fait un bull run magnifique, qui est parfait, ou genre vraiment, tu peux pas faire mieux. C'est-à-dire que 2017, il était très bien aussi bull run, mais il y avait les corrections, elles faisaient mal quand même à chaque fois, elles étaient violentes. 2021, bon, c'était un peu le bordel parce qu'on était monté très fort, puis on est redescendu, on a eu le Corona, ensuite on est remonté très fort, on a eu un bull run en double top et tout, c'était assez différent. Mais là, ce bull run là, il est ultra propre. C'est comme 2017, mais en moins dur, je trouve, avec moins de liquidation, moins de baisse, qui est beaucoup plus chill, ouais, où ça monte progressivement, petite correction, ça monte, petite correction, ça monte, petite correction. Et quand tu dézoomes, tu vois vraiment la tendance haussière qui est magnifique. Et que là, on arrive petit à petit vers la fin de cette tendance haussière. Donc là, je pense pas que ce soit encore la fin. Il y a encore plusieurs dizaines de milliers de dollars à aller gratter vers la hausse, vers ici. Surtout qu'en général, plus tu arrives vers le top de bull run, plus ça devient voilà, exponentiel et ça monte fort. Mais le truc, c'est vrai que c'est bien beau d'avoir un Bitcoin qui monte et qui est parfait comme ça, mais tant que t'as pas les altcoins qui performent, pour la plupart d'entre nous, c'est un peu complexe. Mais voilà, les altcoins, il ne faut pas lâcher. Regardez la Bitcoin dominance, les gars, on est à 65%, on est hyper haut. Donc on a une marge de manœuvre devant nous pour reprendre énormément de liquidité du côté des altcoins. Ou voilà, juste imaginez quand les altcoins performaient là en fin d'année, on est passé de ça à ça. Juste là, quand les altcoins ont un petit peu performé aussi, on est passé de ça à ça. Alors imaginez, il passe de 65% à genre même, je sais pas, 47% ou plus bas 40%. Imaginez le delta qu'on peut aller chercher, le nombre de liquidités qu'il y aura sur les alts. Et moi, ça, j'y crois toujours. Je sais que certains ont complètement lâché la Elke Season et ça me motive encore plus pour me dire qu'il y aura une Elke Season. Le fait que tout le monde lâche, c'est vraiment bon signe. C'est vraiment dans ces moments-là où on a les opportunités qui vont se créer. Et ce qui est complexe, en fait, c'est que c'est un peu le discours qu'on a depuis plusieurs années, quoi. Que ce soit moi ou pas mal de personnes qui font de la création de contenu aussi, enfin qui partagent leur avis sur les cryptos. Et ben souvent en fait le truc qui ressort c'est c'est pas le moment de lâcher, les gens ils sont en train d'abandonner, c'est le moment là où c'est le plus intéressant pour les altcoins. Et c'est vrai que quand on sent ça depuis je sais pas 6 mois, un an et demi, 2 ans, et tu te dis putain mais c'est long en fait, ça va jamais arriver. Et du coup t'abandonnes. Alors qu'en fait plus t'avances, plus tu as des opportunités qui se créent, plus tu as des altcoins qui sont dévalués par rapport à l'explosion que tu peux avoir derrière. Et les altcoins, ça a toujours été le même fonctionnement. 2021, c'était la même chose. 2017, c'était pareil. C'est en gros, il n'y a rien qui se passe. Et puis d'un coup, bam, tout se déverse et tout le monde prend de l'argent. Et c'est une dinguerie. Toute la galère qu'il y a eu pendant plusieurs années avant à perdre de l'argent, là, en fait, tu récupères tout, mais en l'espace de quelques semaines. Et en fait, ceux qui en profitent le plus, c'est ceux comme nous qui ont attendu pendant aussi longtemps. Parce qu'on est positionné déjà et on sait comment ça a marché. Enfin, on a déjà plus de connaissances que les gens qui viennent d'arriver et on est déjà positionné en fait sur les altcoins. Du coup, on prend toute la hausse complète, quoi. Et en fait, ce qui se passe durant cette phase, quand vous allez voir les altcoins vont partir en saison et que ça va complètement chuter, j'espère pour la fin d'année, nous, on va prendre de l'argent à fond, mais ça fera 4 ans qu'on attend. Donc, c'est normal. Et là, en fait, tu vas avoir, au final, quand on va arriver ici à la fin de la saison, sur sur 100% des gens qui seront sur les altcoins à ce moment-là, sur 100% des gens qui seront sur les altcoins à ce moment-là, tu auras peut-être 90-95% des gens qui seront des nouvelles personnes. Et nous, les 5%, en fait, on aura surfé toute la vague ici. Et les 95%, ils vont arriver sur la fin, ils vont arriver par là, ouais. Et ils vont arriver à ce moment-là. Et ils vont se faire du coup rincer parce qu'après il y aura la fin de la saison. Mais au final, c'est exactement la même chose qu'en 2021. Oui, 2021, quand la saison a pété, moi j'étais déjà bien positionné sur les coins, j'étais déjà full altcoin et du coup j'avais attendu donc tout 2018, 2019, 2020. Pendant 3-4 ans, j'ai accumulé des altcoins sans réelle performance. Il y en avait quelques-unes des intéressantes, mais c'était pas la folie. Et quand c'est retourné, bam, j'ai pris pas mal d'argent, énormément d'argent, ce qui a fait que j'ai
j'ai pété en 2021. Et derrière, la majorité des gens qui sont arrivés durant cette Elke Season, ils sont arrivés à la fin. Et ils sont arrivés dans l'Elke Season, peut-être avec moins de connaissances, etc. Et du coup, ils ont acheté beaucoup d'alcool, peut-être trop tard à la fin, ce qui a fait qu'ils sont vautrés. Et après, voilà, c'est la longue traversée du désert pour la prochaine Elke Season. Mais moi, j'avais vécu la même chose en 2017, où en 2017, j'étais arrivé plutôt à la fin sur les altcoins. Du coup, j'ai fait la longue traversée du désert. Et là, bam, j'en ai profité. Et là, de nouveau, longue traversée du désert. Et bam, j'en ai profité. Et à chaque fois, ceux qui sont niqués, c'est ceux qui arrivent à la fin, mais ils en profitent au prochain cycle. Et en fait, là, la majorité, je pense, des gens actuellement sur les altcoins, en fait, ils sont arrivés fin 2021, durant 2021, et du coup, ils ont pu choper les altcoins un peu au passage, ils ont fait un peu d'argent, ou alors ils ont acheté un peu la plupart vers le top. Ils ont holdé, et là, ça fait 4 ans, c'est long, et là, bam, ensuite, ça va récompenser, et ainsi de suite. Au niveau des altcoins, justement, voilà, c'est vraiment mou. Hein. Ethereum, on a un peu de mouvement sur Ethereum, mais c'est pas non plus la folie. Ouais, Ethereum est toujours mieux de son range. Comme je l'expliquais, s'il revient, il nous fait une petite structure intéressante en bas du range, éventuellement, voilà, jouer ce mouvement-là pour revenir au haut du range. Ou sinon, moi, je regarderai uniquement quand il va casser ses 2008-3000 $. Là, je me repose sur NEM. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et ETH-BTC, c'est toujours dans ce niveau de résistance. Là, on avait le support à la résistance. Ce qui est bien, c'est qu'on est passé au-dessus. Maintenant, passer au-dessus du ruban. Maintenant, le but, c'est pareil, de réintégrer ce support pour remonter. Mais c'est vrai, quand même, là, bon rattrapage. Regardez, si on met juste ça, vous voyez, ETH-BTC, bon, en fait, on a un pump, c'était incroyable. Le fait qu'on maintienne ce mouvement-là, c'est incroyable parce que, on se raccroche à peu de choses au final, mais oui, on n'est plus dans la même dynamique comme je vous montrais avant, où à chaque pump, on chutait. Même là, au final, on se maintenait un peu, bam, on rechutait. Et là, du coup, on a réussi à se maintenir. Malheureusement, on commence à chuter et on rattrape. Maintenant, à voir comment on réagit ici, ça va être hyper important. Et surtout, est-ce qu'on va faire un plus haut? Parce que là, on fait un plus haut par rapport à ce niveau-là. Ça y est, c'est reparti. Et là, on aura un Ethereum qui va vraiment dominer. Mais ça, à mon avis, on l'aura pas avant septembre. Donc voilà pour tout ça. Petit rapidement, marché traditionnel, le dollar qui est assez stable, qui continue à descendre en weekly, donc ça c'est cool. Les S&P 500 et Nasdaq, les gars qui font des plus hauts, donc ça régale. Et surtout le fait de se dire qu'on a une marché traditionnelle qui continue de monter, qui font des ATH, et que Bitcoin, lui, est toujours un peu stable, il monte un peu, mais c'est pas non plus la folie, et c'est cool parce que ça veut dire qu'on va avoir la corrélation des marchés traditionnels qui va arriver sur BTC, et toute la liquidité qui rentre sur le marché traditionnel va ensuite se déverser sur BTC, et ensuite sur les altcoins. Ah oui, tiens, rapidement, avant de passer sur le commentaire du jour, on a Bybit qui a réouvert ses portes. Je sais pas si vous avez vu. Ça fait hyper longtemps, les gars, je ne ai pas parlé. Peut-être, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans, un truc comme ça. Peut-être 2 ans, 2022. Donc, ouais, ça fait peut-être 3 ans. 3 ans, les gars, je n'ai pas parlé de Bybit. À l'époque, j'étais grave dessus. Je suis rentré dessus peut-être en 2019-2020. Et j'en ai parlé pas mal en vidéo 2020 jusqu'à 2022. C'était, je pense, la plateforme que j'utilisais plus. Et ensuite, après, j'étais passé sur BitGet. Ensuite, BitGet ont eu des problèmes avec l'influence. C'est-à-dire que je peux plus parler de BitGet en tant que média français. Du coup, maintenant je suis plus pour Bluefin et ZoomX, mais j'utilise quand même toujours BitGet actuellement. Les plateformes que j'utilise, c'est BitGet, Bluefin et ZoomX. Et celle que je pense que j'utilise le plus sur les 3, c'est Bluefin. Je trouve que c'est comme un mini BitGet, mais avec moins de restrictions, donc c'est pas mal. Et là, en gros, Bybit, ils vont revenir sur le marché français, parce qu'en fait, ils s'étaient fait restreindre leur plateforme, parce que à cause de tout ce qui est effet de levier futur, je sais plus ce qu'il y avait, mais ils avaient plein de choses qui n'allaient pas dans la loi. Je sais pas si c'est MiCA ou au niveau de l'AMF, en fait, ils n'étaient pas régulés AMF, du coup, hop, ils sont fait interdire en France. Et là, du coup, ils reviennent sur le marché français, mais un peu comme font au final, rappelez-vous, avec FTX US ou Binance US, mais cette fois-ci avec UE, donc Europe. Et en fait, ils sont obligés de créer une branche, donc ils ont Bybit, et là, ils ont été obligés de créer Bybit UE, donc Bybit Europe, pour répondre aux législations européennes et dont MiCA. Et du coup, maintenant qu'ils sont régulés Europe, vous pouvez vous recréer un compte sur Bybit UE avec votre ancien email, ça marche. Ouais, moi, j'ai repris mon ancien email, mon ancien compte, et du coup, tu récupères tes datas de ton ancien compte. Mais actuellement, ils ont juste mis le spot. C'est-à-dire qu'actuellement, oui, il y a juste du spot. Donc, il n'y a pas énormément d'intérêt, mais bon, il n'y a même pas tant de crypto que ça. Mais je sais que le levier, tout ça, etc., le futur vont revenir. Et je ne sais pas quand exactement, mais ça va arriver durant les prochains mois. Et du coup, ça pourrait être intéressant de réutiliser Bybit. Après, à voir. Moi, je suis très regardant sur à quel point ils nous donnent de la liberté. C'est-à-dire que s'ils nous restreignent sur du levier sur certaines cryptos avec un certain montant de levier, c'est un peu chiant. Et moi, je pense pas que je me remettrai dessus. Là, pour du spot, en vrai, c'est cool. Ça permet de diversifier, de pas tout mettre son spot sur le même wallet ou sur le même exchange. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez vous réinscrire avec votre ancien mail, votre ancien compte. On finit avec le commentaire du jour de Neobez, je sais pas comment on dit. Il me dit: cette vidéo était sans compter un move de 4 wallets dormants sur BTC avec
exclamation furtifice et un peu smiley inquiet, la peur revient sur le marché. Et il y a eu 6 likes quand même à ce commentaire. Et les gars, je voulais revenir sur ce commentaire-là pour. Alors, j'en ai déjà parlé, allez voir le début de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, je vous parle du fait que voilà, on avait 10 000 BTC qui avaient bougé. Ensuite, c'est passé 80 000. Du coup, ça avait fait pas mal de bruit. Les gens commençaient à un peu s'affouler, un peu avoir peur. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et je vous le redis ici, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi d'avoir un mouvement vraiment baissier par rapport à ce niveau-là. On peut avoir un mouvement court terme baissier, mais qui sera très vite récupéré parce qu'en fait, ce mouvement-là, ce genre de mouvement-là baissier à cause de ce genre de news, c'est toujours engendré plus par le FUD que ça crée que par la vente elle-même des 80 000 BTC. Et en fait, le truc, c'est que c'est une news qui, une fois la news validée, et ben, ça peut que remonter. C'est-à-dire que quand tu es dans l'anticipation du fait que ça peut vendre, bah ok, ça baisse. Mais le moment où ça va être vendu, bah ok, ça risque de baisser à court terme par rapport à la vente, mais directement après, en fait, ça va remonter. Parce que les gens, ils vont juste se dire « Ah bah ça y est, la vente, elle est passée, du coup, il n'y a plus de risque. » Et du coup, bam, c'est racheté, quoi. Et en fait, c'est que à chaque fois l'anticipation. Donc, ce genre de news, c'est pas hyper grave. Après, ce qui pourrait être plus grave, c'est si, par exemple, je sais pas, il y a vraiment 1 million de BTC retrouvés. Là, ça pourrait être énorme en termes de vente que ça peut faire sur le marché. Mais pour l'instant, bah, 80 000 BTC, c'est beaucoup, mais c'est pas assez significatif pour enclencher une grosse baisse sur BTC, quoi. Bon, l'autre chose qui pourrait être problématique aussi, c'est le réveil de Satoshi Nakamoto. C'est-à-dire que tu as tes BTC sur les wallets de Satoshi qui bougent, vu qu'il a 1 million, entre 800 000 et 1 million de BTC, donc plutôt 1 million de BTC, là, ça pourrait faire bien paniquer. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas le cas. Donc, pas de FUD, pas de peur de ce côté-là. Allez, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. C'était pas encore une fois passé en inscription. Vous avez Bybit, si vous voulez retester un peu le spot et récupérer votre ancien compte. Je vous mettrai aussi Bluefin, ZoomX pour le trading, et vous aurez Swissborg pour l'investissement. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Moi, je dis à plus. Ciao.